Merci beaucoup Isabelle, merci pour cette invitation à assurer donc un cours de cinéma au Forum des Images. Moi, c'est une institution avec laquelle j'ai un lien affectif très ancien, à l'époque où ça s'appelait encore la Vidéothèque de Paris. Dans les années 90, je dois beaucoup au Forum des Images parce que je suis beaucoup allé voir des séances de cinéma sans payer en fait, et en passant. À l'époque, il suffisait d'agiter un petit billet devant le type qui assurait la sécurité, puis on pouvait rentrer très facilement dans les salles. Donc j'étais fauché, j'étais étudiant et j'ai vu beaucoup de documentaires, entre autres à une époque où ça m'intéressait. Donc je viens rendre un peu ce que j'ai piqué à une époque, comme quoi dans la vie tout s'équilibre. Alors voilà, me voilà avec cette mission d'assurer une séance autour de cinéma et jeux vidéo, autour de cette thématique des incassables. Et c'est pas facile, et je vois déjà que le public est assez bigarré. Il y a probablement des joueuses, des joueurs de jeux vidéo. Il y a peut-être, je vois quelques têtes grisonnantes, des grands-parents qui voient leurs parents jouer, leurs enfants, pardon, jouer aux jeux vidéo, ou leurs petits-enfants. Il va falloir que je trouve un discours qui s'adapte à peu près à tout le monde. Sur des films qui ne font pas partie, je vais dire, du haut du panier, du point de vue de la légitimité culturelle et artistique. Et si vous faites l'expérience suivante, vous allez sur Internet et puis vous faites une recherche sur un moteur de recherche autour de l'expression « un mauvais jeu vidéo », l'expression exacte, un mauvais jeu vidéo, vous la mettez entre guillemets. Vous allez voir plusieurs pages de résultats qui vont essentiellement concerner des jeux vidéo, mais dont une bonne partie en fait va concerner des films de cinéma. Je l'ai fait là juste avant de vous rejoindre, et donc ça donne, par exemple, du point de vue de la critique, cette critique de Jurassic World, le film Jurassic World dans les pages du Monde, rythmé par les combats de l'Indominus, c'est le dinosaure méchant du film, avec des adversaires de plus en plus menaçants. Le scénario a le degré d'inventivité d'un jeu vidéo bon marché. L'expression mauvais jeu vidéo, elle est en fait dans le chapeau de cet article. Loin de la magie de Spielberg, le scénario de Colin Trevorrow a le degré d'inventivité d'un mauvais jeu vidéo. Sur Studio Ciné Live, à propos d'un film qui s'appelle Gods of Egypt, dans ce film tape à l'œil, les personnages détestables sont noyés dans une avalanche d'effets spéciaux dignes d'un mauvais jeu vidéo. Et le Parisien, à propos de Tarzan, vous savez, la reprise par Disney en prise de vue réelle de son film d'animation du début des années 2000. Animation saccadée, personnages qui ressemblent à des clones sortis d'un mauvais jeu vidéo. Mais il y a pire, il faut attendre 1h10 pour entendre Tarzan pousser son cri navrant. Voilà. Un très mauvais jeu vidéo, l'expression un très mauvais jeu vidéo, alors il y a beaucoup moins de résultats, mais c'est essentiellement des films de cinéma qui apparaissent sous cette expression exacte. Évidemment, ce n'est pas seulement des critiques, hein, mais c'est aussi des forums ou des pages sur des sites comme Sens Critique, par exemple, où les internautes donnent leur avis sur les jeux vidéo. Donc, il y a un jugement social qui est assez lourd sur ce que produit le jeu vidéo quand il rencontre le cinéma. Je vous le disais, ça ne va pas être le haut du panier des films culturellement appréciés, admis, à qui on va reconnaître un aspect artistique, mais probablement que ça dit beaucoup de choses de notre rapport aux images, de notre rapport à la fiction, de la manière dont notre culture de l'image est construite aujourd'hui à travers différentes sources, hein, la série télévisée, le cinéma, le jeu vidéo. On va pouvoir essayer d'interroger ici cette question-là par rapport à la thématique de la programmation. Isabelle Vanini l'a dit, il y a toute une série de films autour de cinéma et jeux vidéo qui sont proposés cette semaine. Il y a l'idée, on le voit dans cette programmation, de construire une continuité entre le cinéma burlesque des années 1910-1920, une continuité entre ce cinéma jusqu'aux blockbusters à base de super-héros qui sont produits maintenant depuis une quinzaine d'années par Hollywood, en passant par le cinéma d'action des années 80. Et d'une certaine façon, cette relation cinéma et jeux vidéo arriverait un peu à la fin. Ce serait une forme d'aboutissement de cette évolution, d'une figure comme ça, qui traverserait l'histoire du cinéma pour arriver jusqu'aux jeux vidéo. Alors, probablement que dans un premier temps, on va un petit peu recadrer tout ça historiquement pour pas qu'il y ait l'idée qu'il y ait une sorte de filiation et affirmer ici que les jeux vidéo, historiquement, ne sont pas liés au secteur cinématographique ni même au secteur audiovisuel.
Alors pour cartographier ces relations entre cinéma et jeux vidéo, ce simple rappel, le jeu vidéo est un domaine qui est issu des laboratoires de recherche, des laboratoires de recherche américains. L'historiographie américaine du jeu vidéo s'est largement concentrée sur ses origines, avec différentes dates qui courent et qui remontent jusqu'à 1947, qui a un brevet qui est déposé, jusqu'aux années 60. Et on a tout un pan de l'histoire du jeu vidéo qui est en fait une histoire non marchande, qui est souvent ignorée, qui court de cette fin des années 40 jusqu'à peu près à la fin des années 70. Et puis on a une histoire marchande dont certains d'entre vous ont probablement été contemporains des débuts, qui commence avec les jeux de format Pong, en tout cas c'est le premier succès, ce qu'on appelle les jeux d'arcade, ce qu'on appelle en France l'automatique de divertissement, et qui permet d'exploiter commercialement les jeux vidéo. Aujourd'hui, cette histoire marchande du jeu vidéo se poursuit. On joue aux jeux vidéo sur console de jeux domestiques ou même dans vos poches de manteau, vous avez un téléphone portable et quel que soit votre âge, probablement, une application de jeu qui peut être Angry Birds, qui peut être des jeux de hasard ou de Scrabble que vous jouez sur vos plateformes mobiles. Alors, la relation qui nous intéresse ici, celle qui se lie entre cinéma et jeux vidéo, elle commence à devenir très visible en fait dans cette histoire marchande du jeu vidéo, c'est-à-dire à partir du milieu des années 70, très rapidement. Le premier grand succès, c'est Pong, ces deux raquettes qui se renvoient un spot lumineux. Et puis très rapidement, on se voit que du côté de la création, de la conception de ces machines de jeux d'arcade, on va essayer de complexifier les environnements, on va essayer de proposer aux joueurs, avec les contraintes techniques qui sont celles des machines produites et programmées à l'époque, des environnements qui soient un petit peu plus évocateurs. Et pour produire ces environnements-là, on se rend compte que le premier lien qui va se faire avec le cinéma, c'est un lien qui va se nouer autour des imaginaires, et des imaginaires qui sont charriés par les genres cinématographiques hollywoodiens. Le cinéma hollywoodien a une diffusion, le cinéma hollywoodien a une puissance évocatrice qui est suffisamment forte, par exemple, pour qu'un studio japonais produise dès 1974 un jeu qui s'appelle Western Gun et qui s'inspire, comme son titre l'indique, d'un genre cinématographique qui est le western. Ce jeu connaît une exploitation aux États-Unis sous à la fois un nouveau titre et une nouvelle mouture graphique. Le jeu est reprogrammé, en fait, tout simplement. Et le jeu s'appelle Gunfight quand il est exploité. C'est l'image que j'ai en bas à droite de ma diapositive, où vous arrivez à deviner avec ces éléments génériques, simplement par l'évocation du terme western. On est tous bien d'accord ici sur le consensus qui se noue autour de ce terme western, de l'usage de cette catégorie générique. Et donc, vous pouvez à ce moment-là interpréter probablement un petit peu mieux cette image, qui est très peu figurative, qui est bicolore, jaune et noir, mais dont vous arrivez à deviner que sont face à face deux cow-boys à gauche et à droite de l'écran, et qu'au milieu de l'écran, ce n'est pas du tout des porte-manteaux, mais c'est bien des cactus, derrière lesquels ces cow-boys vont se cacher et essayer de se tirer l'un sur l'autre. Gunfight, le titre américain du jeu, dit très bien la situation et permet aux joueurs de rentrer dans une lecture optimale de la situation de jeu, ce qui est très important dans ce jeu vidéo d'arcade des années 70. D'un point de vue figuratif, il est très peu figuratif. Il faut vraiment essayer d'imaginer ce que charrient un peu ces objets, et que très souvent l'appui sur le genre cinématographique, mais également la décoration des bandes de jeu, permet aux joueurs de comprendre en un coup d'œil un petit peu ce qui se joue dans l'espace de jeu et quel est le type d'action qu'on va lui demander de réaliser. Un appui sur les genres cinématographiques, c'est le western. Ça va être également le film de gangster, par exemple. Ça va être le film de science-fiction, le film d'horreur. Ça va être parfois même des genres assez typiques de l'époque. Il y a quelques jeux vidéo un peu plus tardifs, par exemple autour du film catastrophe et d'une situation catastrophique que le joueur doit essayer de repousser. Deuxième appui, c'est un appui plus thématique, et c'est le cas d'un jeu de 75 qui est adapté des Dents de la Mer, Jaws, le film de Steven Spielberg en 1975, et qui s'intitule Shark Jaws, les mâchoires du requin, qui s'empare très directement de ce grand succès, un de ces
grand blockbuster des années 70 aux États-Unis, très illustratif de ce que devient Hollywood dans les années 70, souvent sous l'appellation de New Hollywood. Et le jeu s'empare de la thématique, les fonds marins, la dimension un peu horrifique, la figure monstrueuse du requin, pour transformer ça en une situation de jeu très simple. Le joueur incarne un plongeur et doit éviter un requin tout en chassant des poissons qui s'affichent de manière aléatoire à l'écran et qui ont une mobilité très forte, ce qui oblige le joueur à bien manipuler son avatar à l'écran, c'est-à-dire la figure qu'il représente, qu'il incarne à l'écran. Et puis, dès 1976, avec le rachat d'Atari, la première grande major du secteur du jeu vidéo américain, par un conglomérat du divertissement qui s'appelle Warner Bros. Communication Incorporated, on est dans des relations économiques, on est dans un moment où ces studios hollywoodiens sont intégrés à des conglomérats qui ont des activités très variées, et ces conglomérats cherchent à se diversifier. C'est la grande stratégie des années 70, se diversifier, c'est-à-dire pas seulement être arrêté sur la production de films de cinéma, mais aller voir ce qui se passe du côté de la télévision, du côté des câbleaux opérateurs, du côté des parcs d'attractions également, et du côté du jeu vidéo, dont certains observateurs se sont rendus compte qu'il y avait un dynamisme très fort et des positions de force qui étaient en train de s'installer dans le secteur. Et donc cette petite entreprise californienne se fait racheter par ce grand conglomérat du divertissement qui est Warner. Donc voilà d'une certaine façon comment va se nouer cette relation. On a cassé l'idée que le jeu vidéo était une sorte de suite naturelle des secteurs du divertissement, du cinéma, de la télévision. Ce n'est pas le cas, c'est un secteur qui démarre vraiment dans les laboratoires, mais qui va trouver, et ça va être des relations plutôt fertiles, des moyens de rencontrer, de dialoguer, d'échanger avec le secteur du jeu vidéo. Alors, la question ici qui est posée, c'est ce que font les jeux vidéo au cinéma. Alors, il y a deux théoriciens des médias, J. David Balter et Richard Grazin, qui ont essayé de théoriser un peu cette question des relations, des échanges entre médias dans un ouvrage de la fin des années 90 qui s'appelle Remediation. Balter et Grazin nous disent voilà, il y a des phénomènes qu'on peut observer, qu'on va appeler la remédiation, qui est un des types de relations probablement le plus intéressant parce que le plus fertile, de relations entre médias. Comment ils définissent ce qu'est la remédiation? Je vous donne la définition qu'ils en donnent dans leur ouvrage. C'est la logique formelle par laquelle les nouveaux médias refaçonnent les formes médiatiques antérieures. Les nouveaux médias refaçonnent les formes médiatiques antérieures. Alors, des phénomènes de remédiation, le cinéma, on a connu toute une série depuis la première séance du cinématographe. Je prendrai un exemple, par exemple, dans les années 50 aux États-Unis. Le cinéma, qui commence à devenir un peu un vieux média, il a déjà plus de 50 ans, doit faire face à la concurrence d'un média émergent qui a totalement explosé après-guerre, qui s'appelle la télévision. Et les foyers américains se sont largement pourvus en postes de télévision. Eh bien, le cinéma va essayer de se remédier, c'est-à-dire de se repenser face à la concurrence de ces nouveaux médias. Et pour se repenser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de travailler ce qui fait le spectaculaire cinématographique, c'est-à-dire la dimension des écrans. Et c'est tout un moment où, d'un point de vue technique, on voit apparaître des formats qui vont se généraliser, comme le cinémascope, et même des thématiques qui vont s'adapter à ça. Je pense ici aux films de grands monstres américains, vraiment typiques des années 50, de Deadly Mantis, Them, une menthe religieuse géante, une fourmi géante. C'est un moyen pour le cinéma de produire un spectaculaire qui fonctionne sur la dimension de l'écran, qui produit un spectaculaire que la télévision ne peut pas se permettre. C'est une forme de remédiation du cinéma vis-à-vis de la télévision. La télévision, au début des années 2000, s'est remédiée face à la concurrence du web. Qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000? Vous avez vu des nouvelles catégories de programmes qu'on a appelées la télé-réalité, dans une espèce de catégorie générique un peu large, mais dans laquelle vous aviez toutes ces émissions qui filmaient en direct, 24 heures sur 24, la vie de jeunes gens. C'est Love Story au début des années 2000, et qui est un moyen pour la télévision d'imaginer des programmes qui répondent à cette concurrence de l'immédiateté qui est celle d'Internet, qui permet d'avoir accès à l'époque 24 heures sur 24 par exemple à des webcams fixées à travers le monde.
Donc, des phénomènes de remédiation, comment les anciens médias vont prendre en charge et négocier l'arrivée, la concurrence, la manière dont ils sont bousculés par des nouveaux médias. Le cinéma doit faire face, depuis les années 70, depuis qu'on est rentré dans cette économie marchande du jeu vidéo, depuis que le jeu vidéo s'est imposé comme une pratique culturelle, populaire, qui rencontre un certain succès. Les résultats économiques du secteur en attestent dans les années 70. Atari racheté en 1976 pour une somme entre 28 et 35 millions de dollars, représente 4 ans plus tard, quand on lit les rapports d'activité de WCI, du conglomérat, un tiers du chiffre d'affaires global du conglomérat Warner. Donc pas seulement les studios de cinéma, mais les studios de télévision, toutes les prises de participation dans des activités de câble opérateur, la vidéo, une équipe de soccer, une équipe de football, les New York Cosmos, dans laquelle on jouait Franz Beckenbauer ou Pelé à l'époque. Et bien voilà, ce jeu vidéo représente un tiers du chiffre d'affaires de l'ensemble de ce conglomérat, ce qui veut dire la popularité, le succès économique. Et puis, on le voit au début des années 80, déjà des phénomènes culturels qui attestent que vraiment le jeu vidéo est rentré dans les pratiques. De quoi parle-t-on en 1980 aux États-Unis? On parle de Pac-Mania. La Pac-Mania, c'est quoi? C'est le fait qu'un jeu japonais, Pac-Man, est devenu un des best-sellers, un des jeux les plus joués dans les salles de jeu, dans les bars et dans les endroits où on exploite ces machines de jeu. On va faire des 45 tours autour de Pac-Man, etc. Et le film de cinéma doit, d'une certaine façon, prendre acte de l'existence de ces pratiques. Une partie de son public joue à ces jeux vidéo. Une partie de son public se rend dans les salles d'arcade. Ces salles d'arcade, elles sont pour une partie dans les malls, c'est-à-dire dans les centres commerciaux américains. Et il se trouve que les cinémas, depuis la fin des années 60 aux États-Unis, se sont très largement développés dans les centres commerciaux. On ne va plus au cinéma à la fin des années 70 comme on allait au cinéma dans les années 50, quand c'était un rendez-vous, qu'on y allait le soir pour un double programme, que c'était un événement, qu'on se rendait moins en salle pour voir un film que pour aller en salle de cinéma. Avec la salle intégrée au mall, on y va de manière beaucoup plus opportuniste. On y va parce qu'on fait les courses en même temps et puis qu'on a un petit peu de temps pour aller voir un film à la fin. Et peut-être pour aller jouer à des jeux vidéo en même temps. Ça, c'est un des premiers effets de ces relations qui vont être de l'ordre du commentaire, de la citation et du commentaire. Les films de cinéma de la fin des années 70, mais surtout du début des années 80, vont prendre acte de l'existence de ces pratiques et vont faire du jeu vidéo une thématique. Une thématique qui peut ressurgir ponctuellement dans un film. On va caractériser un groupe de jeunes du fait qu'ils se rendent par exemple dans une salle d'arcade, mais on va également voir des questionnements sur différentes figures que je vais détailler, mais grosso modo qui courent du joueur de jeux vidéo jusqu'au créateur du jeu vidéo. Et puis plus on avance dans les années 80, plus on va voir que va se passer des formes de remédiation autour de l'usage d'une esthétique ou d'une stylistique empruntée aux jeux vidéo, à la manière dont on considère les jeux vidéo, à la forme esthétique que représentent les jeux vidéo au début des années 80, puis dans les années 90 et les années 2000. Et puis ce sera beaucoup plus tardif, on va également voir que certains films de cinéma vont aller chercher du côté du jeu vidéo des structures narratives qu'ils vont pouvoir déployer tout au long du scénario. Le jeu vidéo lui-même, et on va le voir un peu plus tard, ne s'est pas interdit non plus. On l'a dit sur les genres, on l'a dit sur les thématiques, ne s'est pas interdit d'emprunter énormément au cinéma. Et il va emprunter énormément sur des dimensions un peu de mise en scène ou des dimensions syntaxiques de l'image cinématographique. Par exemple, tout ce qui peut être développé autour de l'échelle de plan, tout ce qui peut être développé autour du point de vue, dont le jeu vidéo, année après année, va faire son miel d'une certaine façon pour développer, complexifier, améliorer sa production vidéoludique. Alors, le premier point, on le voit, c'est un point thématique, et c'est de parler aux spectateurs de cinéma du jeu vidéo
et également du joueur de jeux vidéo. Pourquoi ce choix-là? Eh bien parce que d'un point de vue économique, les jeunes hommes, c'est assez précis, hein, les jeunes hommes font partie de la tranche du public qui se rend le plus en salle de cinéma. Ça, Hollywood s'en rend compte dans les années 70, qui est en fait un moment de crise, hein, c'est pour ça que tout s'est un peu bousculé et tout change à ce moment-là. On va essayer de viser un public de jeunes garçons, de jeunes adultes, qui se rendent beaucoup en salle de cinéma. C'est un des publics qui est le plus assidu à la salle de cinéma, qui reste le plus assidu à la salle de cinéma. Et pour l'intéresser, pour le faire venir en salle de cinéma, on va lui parler de ses pratiques et on va développer différentes figures qui vont être liées au secteur du jeu vidéo et à la pratique du jeu vidéo. La première de ces figures, c'est une figure de joueur, et elle traverse beaucoup de films des années 80. Vous avez en haut à droite un photogramme tiré de The Last Starfighter. The Last Starfighter, d'un petit peu loin comme ça, pourrait ressembler à une forme de succès d'année de Star Wars, hein, c'en est un. C'est un film qui va vous offrir dans sa deuxième partie toute une série de combats spatiaux épiques. Mais dans sa première partie, il est assez intéressant parce qu'il se concentre sur une figure de joueur, un corps de joueur aussi, d'une certaine manière, celui d'Alex Rogan, qui est caractérisé comme vraiment appartenant aux classes populaires, presque aux classes déshéritées. Il vit dans une sorte de camping avec une mère célibataire, avec un petit frère. Ce garçon a le cœur sur la main, donc tout le monde lui demande des coups de main, etc. Et finalement, il ne vit pas du tout la vie d'un garçon de son âge. Quand ses copains et sa copine s'en vont au lac d'à côté, lui reste filer le coup de main au petit peuple de ce camping de gens qui vivent dans des mobil-homes. Et le plaisir d'Alex Rogan dans la Starfighter, c'est de s'adonner à des parties d'une borne de jeux vidéo qui est disponible à l'entrée du camping, et il est un excellent joueur de Starfighter. Il se trouve qu'en fait que la borne est un moyen de recruter une armée spatiale qui doit aller affronter un danger bien plus grand aux confins de la galaxie. Ce qui est intéressant autour de ce film-là, c'est qu'on a une figure de performeur. Donc, le joueur, et c'est souvent une des premières incarnations qu'il va avoir, c'est un performeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maîtrise d'un objet technique, et qui va pouvoir produire une performance qui est une performance physique. On le voit dans toute une série de plans sur le regard fixe d'Alex Rogan, sur ses mains et les joysticks. Mais c'est aussi une performance qui produit un spectacle visuel. Quand Alex se met à battre le high score de la borne la Starfighter, qu'est-ce qui se passe? Tout le petit peuple du camping vient autour de lui, des mamies, des papis qui sont là, des familles qui applaudissent, l'encouragent, et dans un aboutissement explosif, célèbre Alex qui vient de battre le high score. C'est le vrai événement de la soirée. Le deuxième type de figure, un peu plus rare et un peu plus mélangée, c'est celle qui renvoie plutôt à la création, à la fabrication, au codage de ces jeux. Et dans toute une série de films, on va voir des programmeurs, des créateurs qui vont produire des jeux, qui vont parfois faire sauter les sécurités de serveurs de jeux, et dans Wargames, être à la limite, chez John Badham, de déclencher une troisième guerre mondiale. Les mondes du jeu, je vais en parler un tout petit peu plus tard, sont également montrés dans ces films-là, et ça inspire toute une série de recherches visuelles. Alors, on le voit, la modalité de la citation et du commentaire, elles sont très liées. On parle des jeux, on les présente, mais on produit, et ces films de cinéma produisent un commentaire qui, dans l'ensemble, est un commentaire, je vais dire, assez réactionnaire, du moins conservateur. Ce qui est intéressant, c'est que même le placement de produits, qui est quelque chose d'important dans ce cinéma du début des années 80, même quand on fait un film et qu'on place un fabricant de consoles de jeux vidéo, ça peut être Atari au début des années 80, ou qu'on construit un film tout autour d'une marque de jeux vidéo, c'est le cas d'un film de la fin des années 80 qui s'appelle The Wizard, qui est construit autour de la marque Nintendo, qui est la marque japonaise qui connaît un grand succès aux États-Unis comme au Japon dans cette fin des années 80, eh bien, ça n'empêche pas de produire in fine un discours extrêmement critique sur les joueurs,
leur attitude, leur forme de dépendance aux jeux vidéo, qui est très largement critiquée dans The Wizard, par exemple. Et en tout cas, de rappeler que c'est bien joli ces jeux vidéo, mais qu'en général, c'est autre chose qui fait qu'on va se retrouver. C'est des valeurs beaucoup plus fortes que la pratique du jeu vidéo. Le discours montre en général le jeu vidéo comme une pratique inquiétante, si ce n'est dangereuse, montre des jeunes gens qui s'y adonnent de manière très forte, et presque on voit déjà les prémices d'un discours sur l'addiction aux jeux vidéo qui n'interviendra comme panique morale que beaucoup plus tard. On voit d'ailleurs très souvent, ça c'est une des régularités, tous les personnages sont des jeunes hommes ou des jeunes garçons, et en général ces personnages n'ont pas de père, ou il y a une absence du père, donc parents divorcés, père absent, père présent mais qui ne s'occupe pas. Enfin, il y a vraiment la figure du père est largement interrogée, presque un petit peu comme cause de la manière dont ces joueurs s'adonnent aux jeux vidéo. Alors, il se trouve que cette question des joueurs, on la voit même ressurgir dans d'autres films de cinéma et des films un peu d'action. Je vais maintenant prendre le premier extrait que j'ai prévu, qui est un James Bond, qui est un James Bond, je vais dire, apocryphe, le Jamais plus jamais d'Irving Kershner de 1983. C'est le seul James Bond qui n'est pas produit par Eon Production et qui avait bénéficié à l'époque des résultats d'un procès autour des scénaristes d'un film de James Bond, scénario auquel avait collaboré Ian Fleming. Le film ne s'était pas fait, mais il en avait fait la trame d'un de ses romans James Bond, Opération Tonnerre. Il se trouve qu'un co-scénariste avait récupéré les droits sur ce scénario-là et avait trouvé un producteur pour le faire. Qu'est-ce qui se passe dans la séquence que vous allez avoir? Je m'excuse d'avance, elle n'est pas sous-titrée, mais ce qui nous intéresse, c'est à la fois des questions un peu visuelles, mais je vous explique très rapidement la séquence. Bond rencontre Maximilian Largo, le méchant de l'épisode, et Maximilian Largo lui propose de jouer à une partie d'un jeu de sa conception. Le jeu s'appelle Domination. Donc vous avez, les joueuses et les joueurs reconnaîtront ce type de séquence, presque un tutoriel, c'est-à-dire ces moments où on apprend la pratique d'un jeu dans les premières minutes ou les premières heures d'un jeu vidéo. Largo va expliquer à Bond le jeu, ils vont s'adonner à des parties. C'est assez cryptique, on ne sait pas très bien comment il joue ni à quoi il joue, mais en tout cas ça a l'air d'être très prenant. Et c'est une manière de figurer le joueur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier ça ensuite à une forme de rupture. On est sur la question de l'incassable, et à partir de cette séquence, est-ce que finalement ce qui n'est pas cassable dans le jeu vidéo, d'abord, ce ne serait pas le joueur? Je vous présente la séquence maintenant. Has one objective: power. We will be fighting for countries chosen at random by the machine. But for this demonstration, I will choose France. Target areas will light up on the map. Whoever hits them first with his laser beam will score points. But there's another way to win. With your left hand, you control 2 nuclear missiles. With your right hand, you control a shield to block my missiles. But if you fail, boom, I win the game. You will be red. I will be blue. Are you ready? Yes. Begin. Thank you, gentlemen. The eternal battle for the domination of the world begins. We play for dollars. Random target selection, Spain. Value $9,000. Play. Who wins $9,000? Gave me a shock. Oh, I'm sorry, I forgot. Unlike armchair generals, we will share the pain of our soldiers in form of electric shocks. One last point. If you let go the controls, you forfeit the game. On a compris le principe, donc on voit voilà, l'utilisation ici d'un jeu vidéo totalement pensé pour la fiction, c'est souvent le cas d'ailleurs. Beaucoup de jeux vidéo qui apparaissent quand il s'agit de commenter le jeu vidéo sont des jeux imaginés pour les besoins du film.
Mais évidemment, une séquence qui... on est dans un James Bond. James Bond, on sait qu'il y a tout un rapport à la technologie qui est fort dans les James Bond. C'est des films à gadgets. Du côté d'Eon Productions, à l'époque, c'est Roger Moore qui incarne le rôle titre. Et ce James Bond est d'ailleurs en concurrence avec un Bond Eon Production. Donc on a cette utilisation du jeu vidéo pour nous rappeler qu'avec James Bond, on est dans un environnement technique, de haute technologie. Puis on a quand même un discours sur le jeu, quoi. C'est-à-dire que là, c'est quasiment un jeu sadomasochiste, vous avez compris. Donc on ressent la souffrance des soldats sur le terrain de guerre, puisque c'est une sorte de guerre de position, voilà, sur des territoires de pays nationaux, et on se rend compte qu'il faut soutenir une décharge électrique, et on voit ici qu'au milieu de la séquence, Bond ne la supporte pas et est mis en dehors du jeu. D'une certaine façon, le jeu casse Bond, éprouve Bond. Évidemment, la séquence va se poursuivre, on n'a pas le temps de la voir ici, je vous laisse la voir par vous-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut s'interroger si finalement, s'il y a quelque chose de cassable dans les jeux, c'est qu'il y a un point de rupture quelque part. Et est-ce que les premières victimes de ce point de rupture ne sont pas les joueurs eux-mêmes et les joueurs de jeux vidéo d'arcade, tout ça, très directement. Alors je cite ici Mathieu Triclot, qui a écrit Philosophie des jeux vidéo, et qui, dans son ouvrage, à un moment, essaye d'éprouver la solidité des catégories de Roger Caillois. Roger Caillois a écrit un livre qui est un classique sur le jeu dans les années 50, et il classe le jeu entre 4 catégories: l'agone, l'adversité, l'opposition, l'aléa qui est le hasard, l'e-lynx, dont on va parler, qui est le vertige, et le mimicry, qui est le jeu d'interprétation, de faire semblant. Mathieu Triclot va essayer d'éprouver la solidité de la catégorie de l'e-lynx par rapport aux jeux vidéo. Alors lisons le philosophe. Qu'est-ce que dit Mathieu Triclot? La polarité de l'e-lynx, du vertige, est peut-être la moins facile à détecter dans les jeux vidéo. L'expérience du joueur campé devant la borne d'arcade, assis sur son siège ou sur son canapé, manette en main, peut sembler en tout point éloignée de celle de l'alpiniste au sommet d'un pic. Où est le vertige? Alors pourquoi il dit peut sembler éloigné de l'alpiniste au sommet d'un pic? Puisque pour Caillois, c'est vraiment la forme pure d'e-lynx du côté de l'improvisation. Où est le vertige? Et pourtant, c'est peut-être ici que les descriptions de Caillois se révèlent les plus saisissantes pour attirer notre attention sur les formes véritables du plaisir du joueur. Le vertige est bien une des sources les plus considérables du plaisir du jeu vidéo. Il cite Caillois: éprouver plaisir à la panique, s'y exposer de plein gré pour tenter de ne pas y succomber, avoir devant les yeux l'image de la perte, la savoir inévitable, et ne se ménager d'issue que dans la possibilité d'affecter l'indifférence, c'est, comme le dit Platon pour un autre pari, un beau danger qui vaut la peine d'être couru. Quelle meilleure description de l'arcade, poursuit Triclot, des jeux qui accélèrent jusqu'à devenir impossibles, dans lesquels ce qui compte, ce n'est pas tant le score à atteindre que l'état de débordement dans lequel le jeu nous met, lorsque la main peut encore faire le geste qui sauve, alors que le cerveau a déjà perdu. Qu'est-ce que Tetris, sinon la métaphore visuelle du principe même de toute l'arcade, celui du débordement de soi? Le vertige n'est pas réservé à l'arcade. Les jeux de tir en ligne profitent du même ressort, où la vie et la mort virtuelle ne tiennent qu'à un fil, où les duels exigent le sang-froid et la vitesse d'exécution face à la panique. Voilà, on voit que du côté du jeu vidéo et du jeu vidéo d'arcade, qui doit répondre en fait tout simplement à un modèle d'exploitation, le jeu vidéo d'arcade, c'est celui qu'on paye à la partie. Donc évidemment, on a des jeux qui évitent que le joueur reste des heures et des heures devant la borne, et pour éviter qu'il reste des heures et des heures devant la borne, on a toute une famille de jeux qui sont construits sur un motif en général soit d'accélération, soit de complexification et du nombre d'éléments à prendre en compte dans la partie. Et le joueur est poussé en dehors de la partie, d'une certaine façon, il est cassé par le jeu. On dit du jeu d'arcade que c'est un jeu où finalement on ne peut que perdre. Et le plaisir, c'est de repousser ce moment de la perte.
Eh bien, dans le film de Bond, on voit ça. Hein, Bond, finalement, éprouve cette mise en dehors du jeu par lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment, la pression est trop forte, la douleur ici est trop forte, dans une image du jeu vidéo, évidemment, qui n'est pas très valorisante, même si c'est un objet technique, elle est quand même ramenée plutôt du côté d'un objet de torture. Deuxième travail des films de cinéma autour du jeu vidéo, ça va être de figurer des mondes du jeu vidéo. Le jeu vidéo est vu comme, et on l'oublie parfois parce que ce n'est pas forcément ce qui saute aux yeux, mais ça l'est dans le cadre d'un des films dont je vais vous montrer un extrait juste après, c'est Tron, il est prévu d'ailleurs de le projeter dans le cadre de la programmation ici. Eh bien, Tron, en fait, est un film au départ qui nous parle d'un monde professionnel, et ce monde professionnel, c'est le monde du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que le film nous raconte l'histoire d'un programmeur, d'un créateur de jeux vidéo qui a été mis à la porte de l'entreprise dont il a participé à faire la richesse. L'entreprise s'appelle Encom et Encom exploite le jeu de ce programmeur, Flynn. Et donc c'est bien une figure de programmeur, d'ailleurs à un moment où du côté de l'industrie du jeu vidéo, on commence à voir apparaître des structures et de ce qu'on appelle des studios indépendants, c'est-à-dire des programmeurs qui sont partis du giron de grandes compagnies, Atari en l'occurrence, et sont allés fonder leur propre structure pour pouvoir tout simplement être nommés sur les boîtes de jeux et sur les cartouches de jeux qu'ils programment. C'est le cas d'une petite structure qui naît en 1979 autour d'un développeur qui s'appelle David Crane, qui s'appelle Activision. Activision, au départ, c'est des programmeurs qui veulent simplement être reconnus comme programmeurs. Tron fait partie de ces films qui nous parlent du jeu vidéo comme un monde professionnel, et un monde professionnel sans foi ni loi, hein, d'une certaine façon, où on exploite le savoir créatif de personnes au profit d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, très souvent, en se séparant de ces esprits créatifs qui ne touchent pas leur dû. Tron est un film de cinéma qui, d'une certaine façon, à travers cette image de l'industrie du jeu vidéo, parle en fait probablement de l'industrie du cinéma. Et puis, figurer les mondes du jeu, c'est figurer, et ça c'est beaucoup plus visible, ça nous saute aux yeux d'une certaine façon, des univers de jeux vidéo. Et dans les années 80, et on le voit dans la séquence qu'on vient de présenter de Jamais plus jamais, c'est des univers en général assez vectoriels, électroniques, avec des couleurs électroniques, des bleus électroniques, des verts électroniques, qui produisent des environnements dans lesquels une partie de l'action, parfois une partie importante de l'action, peut se dérouler. Et il y a un film qui est important dans cette relation cinéma-jeu vidéo sur l'idée de figurer ces espaces de jeux vidéo, c'est le film Tron de 1982 de Steven Lisberger, qui, une fois que Flynn veut récupérer les codes de son programme, se fait happer par la machine, se fait numériser et se retrouve comme un programme au milieu du programme de jeu qu'il a créé, dans un univers qui est vraiment caractérisé comme un univers hostile, une forme d'univers carcéral en général. Hein, ce type de récit de l'enfermement, le but du film, c'est de sortir de cette prison numérique. Le personnage est enfermé dans le jeu, il doit essayer d'en sortir. Et puis quand on inverse la perspective et qu'on est du côté des joueurs, très souvent, la menace, c'est celle d'une contamination du réel par le jeu lui-même. Vous avez un court-métrage d'un film à sketch horrifique du début des années 80 qui s'appelle The Bishop of the Battle, dans lequel un super joueur de jeux vidéo déclenche d'une certaine façon une invasion du monde du jeu dans le monde réel et se fait absorber et se fait enfermer dans le jeu. Toutes ces manières de figurer le jeu vidéo, dès les années 80 et sur les années qui vont suivre, sont très marquées par le bip comme marqueur sonore. On l'avait là dans la séquence de James Bond, vous aviez toute une série de bips, mais également de voix digitalisées qui nous disent toute la technicité de ces machines. Les bornes de jeu des films de cinéma sont parlantes. C'est vraiment un critère, alors qu'on retrouve de film en film, elle parle aux joueurs, quand bien même, techniquement, elle le faisait tout juste à l'époque, mais quand c'est au cinéma, la borne parle aux joueurs, elle dit le score tout haut, elle interpelle le joueur, et parfois elle parle précisément au joueur qui est devant elle, ce qui est particulièrement inquiétant.
La borne est parlante dans le Jamais plus jamais, et le bip sonore, alors ça c'est vraiment une sorte d'image d'Épinal ou de son d'Épinal, de la manière de figurer le jeu vidéo dans les films de cinéma. Dans les années 90, dans les années 2000, on continue d'utiliser des bips très typiques du début des années 80 pour dire c'est du jeu vidéo. Hein. Voyez n'importe quelle référence à un jeu vidéo dans un sketch de la télévision, on va passer par ces bips sonores. Ça veut dire qu'il y a du jeu vidéo dans la situation. Alors, un de ces mondes de jeu, c'est celui de Tron, dont je vous propose un extrait. C'est une séquence de course de moto sur laquelle je reviens juste après vous l'avoir présenté. Right now, and you guys are invited. Got it. Ready? Ready. So long, sucker! Video Game Warriors escaping Game Grid. This is an illegal exit. You must return to Game Grid. Repeat, this is an illegal exit. You must return to the grid. C'est un des morceaux de bravoure du film. Je mène en ce moment, là je termine une recherche sur le jeu vidéo en France avec un co-auteur qui s'appelle Guillaume Montagnon. On espère sortir l'ouvrage en début d'année prochaine. Et on est allé rencontrer un programmeur français du début des années 80 qui avait fait un jeu qui s'appelle Troph, T-R-O-2-F, qui est un jeu infogramme, qui est un des premiers jeux sortis pour TO7 sur infogramme. Et Troph, en fait, quand vous regardez la jaquette du jeu, est totalement pompée. D'ailleurs, le programmeur, qui est un lycéen qui avait 17 ans à l'époque, nous dit oui, moi, j'avais totalement comme référence Tron quand j'ai fait mon jeu, et j'avais comme référence la séquence de la course qui m'avait fortement marqué. Et dans l'entretien que j'ai avec lui, je lui dis mais vous saviez en fait que la course elle-même était déjà basée sur, grosso modo, les jeux qui préfigurent le Snake, le jeu du serpent, auquel vous avez probablement joué sur vos Nokia il y a une quinzaine d'années. Et en fait, il l'ignorait totalement. Non, à l'époque, quand j'ai fait ça, je ne savais pas du tout que ces jeux où on dirige une sorte de serpentin qui doit éviter de se toucher lui-même la queue pour essayer de grandir, je l'ignorais tout à fait. Donc c'est assez rigolo parce qu'on voit très bien là, à travers un jeu qui s'appelle Troph, qui sort en 83 sur la micro-informatique française, déjà des espèces d'effets de relais des premiers jeux vidéo des années 70 jusqu'à cette séquence de films de cinéma qui inspire un jeune programmeur pour un jeu vidéo qui copie, qui plagie un petit peu la séquence. Tron est un film un peu rare. On m'a dit ici qu'il y avait des soucis pour acheminer une copie et la présenter. Vous savez que Disney pratique ce qu'on appelle le Disney Vault, le coffre de Disney, et que Disney récupère ses copies pour pas les présenter. Mais c'est vraiment un film qui mérite d'être vu. Qui est assez étonnant. C'est un des premiers films à faire un usage très important de l'image de synthèse, par exemple. Et c'est un film qui utilise d'ailleurs plusieurs studios ont travaillé de leur côté pour produire ces longues séquences en images de synthèse, ce qui fait que chacun développe
une propre esthétique et que tout ça est très hétérogène, mais en fait un objet particulièrement intéressant. Et puis, il y a un effet, alors c'est probablement une des séquences les plus rapides, les plus speed du film, mais on voit un peu ce décalage au moment, vous avez vu sur la fin de la séquence où les 3 motos sont en file indienne et qu'elles sortent de la faille. On a un sentiment de vitesse là quand on a cette vue dans le couloir, et puis au moment où on a ce mouvement d'appareil qui sort de la faille, on voit que tout ça va très lentement. C'est un film qui va assez lentement, Tron, mais qui est intéressant par rapport à notre rapport à l'informatique. Parce que, en général, même si on dit que l'informatique accélère, permet d'aller plus vite, etc., dans nos usages quotidiens, en général, on trouve que ça ne va jamais assez vite. Et d'une certaine façon, revoir Tron 35 ans après sa sortie nous donne un peu ce sentiment d'une informatique qui est encore à l'époque très, très lente. C'est un film étalon parce que vraiment ce que va figurer Tron ici des mondes du jeu vidéo va être alors repris jusque dans les années 90 ou 2000. On parlait de ce film avec Keanu Reeves qui est sorti, Johnny Mnemonic, qui a été projeté cet après-midi ici. Bien, il est encore, alors que c'est un film pourtant qui sort 15 ans après Tron, il est encore dans le canon esthétique posé par Tron pour figurer un univers numérique avec ses grands aplats, avec ses structures vectorielles, ses modélisations vectorielles, avec ses lumières et ses couleurs électriques. Alors, il y a évidemment le joueur et puis il y a ce que va manipuler le joueur à l'écran. Il y a un des outils des jeux vidéo qui est assez essentiel dès les années 70, dans les années 80 et 90. C'est l'avatar, c'est-à-dire ce motif constitué de quelques pixels à l'écran que vous allez animer, mettre en mouvement, à qui vous allez donner des indications de déplacement. Un collègue catalan, Manuel Garín, a fait un programme de recherche à la fin des années 2000 où il s'est interrogé sur les proximités entre un certain cinéma, le cinéma des premiers temps et le cinéma burlesque, et les jeux vidéo de la fin des années 70 et du début des années 80. Son programme de recherche s'appelle Gameplay Gag et a donné lieu à toute une série de montages, d'ailleurs dont certains ont connu un certain succès sur les réseaux sociaux, qui mettent en parallèle des films de Pathé, des films de Chaumont, des films de Buster Keaton, avec des images de jeux vidéo. La position, la thèse de Garín, d'une certaine façon, c'est de se dire que du côté du cinéma des premiers temps, comme du côté de ce que j'ai envie d'appeler le jeu vidéo des premiers temps, en tout cas des premiers temps de son économie marchande, on retrouve le même type de contraintes. Une forme d'expression à travers des mouvements abstraits. Une narration non verbale. Le film est muet, comme le jeu vidéo est tout juste sonorisé. Toute une série d'échanges autour de la question du cadrage, mais qui ont été vus, Manuel reprend ces éléments-là, Mark Wolf, dès la fin des années 90, produit des textes sur la question du cadrage des premiers jeux vidéo, en rappelant l'uniponctualité du plan du cinéma des premiers temps, où la caméra est fixe et le cadre est fixe, et ce qui se passe à l'image fonctionne comme la scène d'un cabaret ou d'un théâtre. Et puis, autour du burlesque, il voit bien que là aussi, il y a des choses qui rentrent un peu en résonance. On retrouve un personnage principal, on retrouve ses antagonistes et son rapport à l'espace environnant, qui est en général un rapport assez problématique pour les acteurs et les personnages du burlesque, comme pour les avatars de jeux vidéo de plateforme. Alors, il se trouve que la question du mouvement, par exemple, caractérise très largement la création même d'une grande icône du jeu vidéo que je pense tout le monde connaît ici, ce qui veut bien dire aussi que du point de vue de la connaissance des jeux vidéo, on a très largement avancé à la fin des années 2000. Il sera difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un sur cette terre qui ne sache pas ce qu'est un jeu vidéo. Quand bien même il n'y joue pas, hein. Au moins il sait ce que c'est, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas il y a même 15 ou 20 ans. Ce personnage, c'est Mario, dont on sait que sa première apparition se fait dans un jeu d'arcade de 1980 qui s'appelle Donkey Kong.
Vous avez l'idée de Mario comme un petit bonhomme rondouillard, sympathique et moustachu, affublé d'une casquette et d'une salopette. Or, tous les entretiens qui ont été menés avec les créateurs de Mario, les travaux historiques, les ouvrages d'ailleurs qui ont été consacrés à Mario, je pense au bouquin de William Oduro, qui s'intitule l'histoire de Mario, montrent en fait que la création de Mario ne répond qu'à des contraintes techniques. Si Mario a une casquette, c'est parce que les animateurs du personnage se rendent compte qu'ils n'ont pas les ressources pour animer le mouvement des cheveux au cas où il courrait. Donc on lui met une casquette pour lui plaquer les cheveux. Si Mario a une moustache, c'est tout simplement parce qu'il faut faire figurer un profil directement lisible par le joueur et qu'il faut pouvoir trouver un moyen de séparer le nez du menton. Si vous enlevez sa moustache à Mario, il possède à ce moment-là une sorte de groin un peu proéminent et très peu lisible. Si Mario possède enfin une salopette, c'est qu'elle permet une sorte d'aplat de couleur qui va permettre de figurer le mouvement des mains, et on va très bien voir ce mouvement très dynamique du corps de Mario. Et Mario est un personnage qui, dans Donkey Kong, pour celles et ceux qui y ont joué, doit affronter un singe géant, inspiré de King Kong, en montant des échafaudages et toute une série de structures qui sont construites sur la verticalité. Et Emmanuel Garine rappelle que ces mouvements dans l'espace, d'aller de bas en haut, de gauche à droite, sont assez caractéristiques du burlesque, où on retrouve parfois aussi des petites routines et des petites situations de nombreuses fois répétées. Alors pour éprouver ces hypothèses et peut-être aller au-delà de l'intuition qu'il a, il va faire des montages que vous retrouvez sur Gameplay Gag et dont je vais vous présenter ici un passage, un extrait. C'est un montage qui confronte un film de Buster Keaton, Fiancé en folie, avec toute une série d'images des jeux vidéo Mario captées entre le milieu des années 80 et le début des années 90. Et vous allez voir, évidemment, d'une certaine façon, le cousinage qu'il y a entre ces images, quand bien même elles appartiennent absolument pas au même type de dispositif de réception. Voilà donc cette séquence Gameplay Gag, montée par Manuel Garine, que je remercie puisqu'il me permet de vous diffuser ces images. Voilà, donc on voit sur ce montage qui utilise les bénéfices du split screen, alors ce qui oblige le spectateur à passer d'une image à l'autre, mais de mettre en relation des situations de safety, pas de safety là, excusez-moi, de Fiancé en folie, où Buster Keaton doit fuir toute une série de jeunes femmes qui veulent se marier avec lui parce que s'il est marié avant minuit, il hérite d'une fortune immense. Et ce Mario que le joueur dirige, oriente dans un espace de jeu,
en montrant, que ce soit sur les environnements, mais également sur les manières de faire fonctionner ce corps avec l'environnement, sous la forme de la glissade, du saut, de la suspension, etc. De montrer finalement qu'on retrouve des échelles de plans qui sont assez similaires, on retrouve des mouvements qui se correspondent assez bien, le travelling d'un côté, ce qu'on appelait le scrolling, le défilement du côté du jeu vidéo, et que, sans bien évidemment être une continuité directe, l'hypothèse serait que Mario réactualise sur les écrans de jeux vidéo un plaisir du rapport au corps qui faisait la force du burlesque dans les années 1910-1920 avec ses acteurs, Buster Keaton évidemment, mais Harold Lloyd et d'autres encore, qui ont fait le succès de ce grand genre du cinéma muet. Ça fait partie de l'idée des incassables, hein, que déjà le corps burlesque est un corps qui sait affronter tous les périls et qui sait les dépasser. Bien, le jeu vidéo, quand le joueur sait bien maîtriser son avatar, a une bonne maîtrise du jeu, en général arrive au même résultat. Alors, du corps burlesque au corps d'action, ben, le jeu vidéo, c'est aussi intéressé à des formes de corps, des corps musculeux, des corps masculins, virils, tant et si bien que des sociologues canadiens à la fin des années 90 ont parlé d'une forme de masculinité militarisée pour ces représentations dominantes, en tout cas qu'ils jugent dominantes à la fin des années 90, dans le secteur du jeu vidéo et depuis les débuts de cette industrie du jeu vidéo. Que nous disent-ils de la masculinité militarisée? C'est qu'elle est, je cite, un réseau sémiotique partagé tournant autour de sujets de guerre, de conquête et de combat. Alors, quelles hypothèses ils avancent pour expliquer que cette thématique soit surreprésentée dans la production de jeux vidéo, et d'ailleurs qu'elle donne toute une série d'arguments pour accompagner la panique morale autour de la violence des contenus de jeux vidéo. Il y a un facteur qui est historique. Les jeux vidéo et le secteur qui vient des laboratoires, comme on l'a dit au début de cette rencontre, vient de laboratoires qui sont souvent liés à l'armée américaine ou au financement du complexe militaro-industriel. Souvent, ce qui est présenté comme le premier jeu de l'histoire du jeu vidéo est un jeu de 1962 qui s'appelle Space War, la guerre de l'espace, et qui, dans son titre lui-même, rappelle des éléments de cette masculinité militarisée. Et puis, il y a un facteur marketing qui est probablement encore assez vrai à la fin des années 90, celui que le secteur s'adresse à un public largement masculin et adolescent, que c'est une thématique qui devient routinière dans les années 90 et que d'une certaine façon, dans un moment où les budgets de production des jeux vidéo ont tendance à augmenter, il y a une forme de facilité et d'assurance à se rabattre systématiquement sur cette thématique qui a déjà fait ses preuves, qui ne nécessite pas de traduction quand elle doit être exportée, je veux dire, la guerre, le combat, quand c'est fait par des studios japonais pour le marché nippon ou pour le marché américain, on arrivera à peu près à comprendre de quoi il s'agit sans que ça nécessite de la traduction. La violence, nous disent-ils, je les cite, la violence est un idiome culturel qui ne requiert pas de traduction à l'intérieur des marchés transnationaux du divertissement sans cesse croissant. Les jeux d'arts martiaux, par exemple, peuvent traverser le Pacifique du Japon jusqu'aux États-Unis et revenir à nouveau très facilement. J'emprunte la traduction à Sébastien Janvaux. La masculinité militarisée, elle s'incarne donc dans des avatars qui sont rarement féminins, qui sont assez systématiquement masculins, qui sont très stéréotypés. Je vous ai mis Duke Nukem en haut à droite, qui est une sorte de parangon de la fin des années 90. Cette masculinité militarisée, elle peut même se retrouver en dehors des jeux qui ont très directement une thématique liée à la guerre. Mais dès lors qu'on rentre dans des jeux de compétition, on peut la retrouver dans des jeux de combat, par exemple, voire dans des simulations sportives,
qui sont, nous disent Stephen Klein et ses co-auteurs, des jeux qui font l'apologie d'une forme d'individualisme, de compétition et d'un certain goût de la victoire sur l'adversaire. Alors, on se rend bien compte, et les créateurs de jeux vidéo eux-mêmes s'en sont rendus compte, c'est qu'il y a probablement là, autour de ces figures masculines et militarisées, la reprise d'un motif que l'on retrouve déjà dans les pratiques ludiques infantiles masculines, jouer à la guerre, jouer aux cow-boys et aux indiens, jouer aux gendarmes et aux voleurs, sont toute une série de jeux d'opposition, de combat, que les sociologues de l'enfance et l'adolescence relient assez clairement à ce qu'on appelle la boy culture, c'est-à-dire la manière dont, depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, les sociabilités masculines se font autour, entre autres, de questions d'adversité, d'opposition et de s'affirmer par un certain recours à la violence contre les autres, parfois aussi contre soi-même. C'est donc un trait de la caractéristique de la boy culture. Sauf que ce qui est intéressant, et ça c'est Jenkins qui le rappelle dès les années 90, c'est qu'il y a un déplacement de la violence physique, je ne sais pas, celle de ces garçons qui jouent aux pouilleux massacreurs en se faisant mal à la peau de la paume des mains, de la violence physique réelle à un plan symbolique qui est celui de la représentation et des jeux, mais qui sont des jeux qui font référence à des environnements de guerre. Et puis, si on la resitue dans les années 80, elle s'appuie également sur des stéréotypes de la masculinité qui sont à destination d'un public adolescent. C'est le héros musculaire du cinéma d'action hollywoodien réganien des années 80, qui va être incarné par le corps de Sylvester Stallone ou de Arnold Schwarzenegger, qu'on retrouve ici, par exemple, dans un jeu japonais qui fait une référence assez claire et lisible, assez transparente à ces deux corps du film d'action des années 80, à la fois sur un écran d'accueil du jeu en haut à droite, ou sur une jaquette où on retrouve la même position et le même physique et la même blondeur d'un Arnold Schwarzenegger, ici repris au film Predator. Les années 80, c'est aussi l'époque de la WWF, le catch, qui est déjà extrêmement populaire, ou des figurines de He-Man, les maîtres de l'univers, qui est aussi ce type de corps-là. Donc on le voit, ça recycle des représentations dominantes qui sont contemporaines aux jeux vidéo. Je dis ça ici pour peut-être modérer la position de Stephen Klein, qui est un peu de dire que c'est une sorte un peu de production du jeu vidéo. Ce que crée cette représentation, c'est qu'elle fabrique une analogie entre guerre et virilité, et la masculinité est à comprendre ici comme la mise en avant systématique d'attributs guerriers, dont la puissance se jauge à l'aune des armes utilisées. C'est une masculinité qui s'affirme davantage dans la destruction que dans la construction. Alors enfin, et il nous reste quelques minutes, donc je vais avoir juste le temps de passer l'extrait pour peut-être qu'il y ait un moment d'échange avec vous. Si ces mondes du jeu vidéo nous paraissent si hostiles, c'est parce qu'on y meurt beaucoup, d'une certaine façon, et les joueuses et joueurs de jeux vidéo savent ça, surtout s'ils ont tendance à avoir dans leur pratique des jeux des années 80 ou 90. Dans le domaine de l'arcade, on a vu que c'était assez lié au principe d'exploitation, faire que le joueur mette successivement plusieurs pièces dans la machine. Mais on retrouve cette idée-là de jeux vidéo dans lequel on va mourir souvent, sur les jeux pour consoles domestiques dans les années 80. Ça peut être par exemple Mega Man 2, qui est un succès de la NES à la toute fin des années 80. Aujourd'hui, pour les plus joueuses et joueurs d'entre vous, des jeux comme Super Meat Boy, par exemple, incarnent très largement cette question de ce qu'on appelle le Die and Retry. Die and Retry, dont on voit qu'elle peut être à la fois un peu une appellation générique, qui semble un peu désigner un genre, ou une sorte de modalité du jeu. Qu'est-ce que c'est le Die and Retry dans le cadre des jeux vidéo? C'est tous ces jeux où il faut mourir et réessayer, où il faut mourir et réessayer pour atteindre un point dans l'espace de jeu ou remplir un objectif. Ghost and Goblin, dont j'ai mis un écran ici, serait là tout à fait un modèle du genre. Donc c'est le jeu où évidemment
Le joueur, la joueuse s'énerve, peut taper sur la machine, envoyer la manette voler, mais il revient d'une certaine façon avec une sorte de plaisir qui est d'essayer de dépasser et de se dépasser à travers le jeu. Mais il se trouve que ce modèle du Die and Retry semble avoir assez largement inspiré la production cinématographique. Dès la comédie d'Harold Ramis en 1993, Un jour sans fin, vous savez, cette histoire où un journaliste de météo doit revivre éternellement la même journée, probablement une des meilleures comédies des années 90, comédie dont, paraît-il, il ne reste plus une copie 35 mm disponible en France, ce qu'on m'a dit, et où vous avez ce journaliste, interprété par Bill Murray, qui doit revivre sans cesse la même journée. Évidemment, c'est par l'amour qu'il va trouver une solution, et par un amour vrai, un amour franc, qui va le nouer avec le personnage joué par Andy McDowell, qui incarne sa productrice dans le film. Plus récemment, on a revu ce type de modalité, un personnage qui semble être confronté à une situation sans issue et qui doit persévérer dans un phénomène un peu de répétition. Ces codes sources, d'une part, un film de la fin des années 2000 où un personnage doit essayer d'éviter un attentat terroriste dans un train et que chaque séquence est sanctionnée par l'explosion de la bombe, et donc il faut que dans un temps limité ils doivent trouver la solution, et chaque fois il repart en jeu d'une certaine façon. Et plus près de nous, le film est diffusé dans le cadre de la programmation, Edge of Tomorrow, où Tom Cruise va faire la même expérience de revivre la même journée, les mêmes événements jusqu'à la mort, qui le remet en jeu continuellement. C'est intéressant de voir que des scénarios qui empruntent à la comédie, qui empruntent à l'anticipation ou à la science-fiction, se soient basés sur cette structure qui, a priori, n'est pas forcément la plus efficace pour divertir le public. Un public d'un film de cinéma, il va être au contraire d'une certaine attente, d'une forme de diversité, d'une forme d'histoire qui ne se répète pas, mais qui avance, qui évolue. Non, voilà des films qui vont au contraire être construits sur la répétition jusqu'à produire une forme de comique, c'est-à-dire que dans Edge of Tomorrow, on peut sourire, même si on grimace un peu, quand on met une balle dans la tête de Tom Cruise, tout simplement parce que ça n'a pas du tout la signification d'une mise à mort terrifiante et terrible, mais qu'au contraire, c'est une remise en jeu du personnage. Dès qu'il meurt, il recommence et peut essayer de trouver le bon parcours. Une logique de répétition, a priori, mais on le voit très bien dans ces scénarios, en fait, une logique de variation. Ce qui va être intéressant, c'est à partir de la découverte de la logique de répétition de la situation, de voir comment le personnage principal va produire des variations, va trouver des solutions dans ce qui se met en place, et ce qui se voit très bien dans Edge of Tomorrow, c'est une forme d'apprentissage par cœur, du timing, pour pouvoir progresser dans son bout de récit jusqu'à un point chaque fois un peu plus avancé. L'idée, elle est très propre aux jeux vidéo, et d'ailleurs on la retrouve dès l'histoire non marchande des jeux vidéo. C'est la recherche d'un optimal, d'un optimum. Tous des jeux où on doit essayer d'accorder tout ce qu'il faut, c'est-à-dire savoir produire sa séquence de jeu presque de manière par cœur, ou pouvoir utiliser les ressources de manière optimale. Eh bien, voilà des personnages qui sont en général dans cette recherche d'un optimum, et ces films nous les montrent dans cette recherche d'un optimum. Séquence tout de suite de Edge of Tomorrow, autour d'un moment, vous allez voir les effets de répétition. Tom Cruise n'est pas un combattant, c'est plutôt quelqu'un qui s'occupe de la communication dans cette guerre du futur contre une race alien, mais il va devoir se transformer en combattant, et donc vous allez voir tous ses échecs pour devenir un bon combattant, voire même ses négociations pour ne pas devoir subir cet entraînement. I think I broke something. What? My back. The only thing I can feel are my lips. Now listen carefully. This is a very important rule. This is the only rule. You get injured on the field, you better make sure you die.
Why? Last time I was in combat, I was hit. I was bleeding out, just not fast enough. I woke up in a field hospital with 3 pints of someone else's blood, and I was out. I lost the power. Do you understand? I think we'd better start over, don't you? What? No one knows what happened to Private Cage. No, wait. My name is Bill Cage. We met on the beach. We meet on the beach tomorrow. I have what you had. All right, let's go again. You don't have time to think. Remember, it's not enough knowing where they're going to be. You have to know how to kill them. Hold on. Listen. Okay, do it. On your feet, maggot. Voilà, donc on voit ici le phénomène de répétition. J'arrive vers la fin de la présentation. Mais ici, voilà, tout un récit. C'est simplement un passage, hein, mais sur cette idée de l'entraînement et de la progression du personnage. Mais dont on voit ici hein, que le corps est balancé de toutes parts, un peu à la manière de ce qu'on peut faire subir à nos propres avatars de jeux vidéo. Alors, je termine juste par la présentation, mais je vais manquer de temps pour vous présenter la séquence, donc je ne vous la présenterai pas. Tout simplement pour aussi parler d'un autre cas, le film est programmé, il me semble, dans le cadre des Incassables. C'est le film de Zack Snyder, Sucker Punch, qui propose un usage plutôt métaphorique, d'une certaine façon, de séquences à caractère vidéoludique pour signifier une forme d'action et de réussite dans le récit. La construction du récit de Sucker Punch est assez un peu sophistiquée, enfin en tout cas elle a des apparences un peu sophistiquées. On est dans des séquences de jeu qui sont doublement enchâssées. Dans un premier récit qui parle de l'internement d'une jeune fille dans un asile d'aliénés, et dans une deuxième strate de récit, enfin dans un deuxième enchâssement où, par la forme du jeu théâtral, elle s'imagine être dans une sorte de cabaret qui s'avère en fait être un bordel. Et à travers des séquences de danse, elle va imaginer des séquences d'action folle, qui sont en fait des séquences extrêmement inspirées du jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve là aussi une forme de confusion un peu filée entre jeu vidéo et rêve, entre jeu vidéo et activité onirique. C'est par exemple ce que fait Existence autour du traitement du jeu vidéo, qui a plutôt tendance à le traiter comme un rêve. Ce qui est intéressant, c'est que dans 4 séquences qui vont composer donc ces moments de métaphore de l'action à travers une vision un peu vidéoludique des actions, on retrouve à la fois des genres vidéoludiques bien connus des amateurs et des amatrices, du hack and slash, du FPS, de l'infiltration, du third person shooter. Excusez-moi de parler peut-être en chinois pour certains. Et puis du côté des thématiques, le Japon féodal, la Grande Guerre, de l'heroic fantasy, de la science-fiction. Donc on a là très clairement des ancrages qui sont repérables et qui feront connivence avec les joueurs de jeux vidéo. Je m'arrête ici. De lectures que je vous propose, Isabelle vous en a parlé, Des pixels à Hollywood, qui est sorti chez Pixel Lab il y a quelques années, plutôt pour les questions économiques et culturelles. Les jeux vidéo au cinéma, dont j'ai repris ici quelques éléments que vous trouvez chez Armand Collin. Et puis, si vous avez des questions ou des choses que je dois éclairer, vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux. Merci de votre attention et je crois qu'on a un petit moment d'échange maintenant avec la salle.